Il y a quelques images qui vous marquent, de corps, de gens enlacés, enfin, de blessés qui appellent à l'aide. J'étais entourée de morts. Je ne sais pas comment on a survécu. C'est un moment qui est un peu suspendu dans le temps parce que vous enjambez des corps. C'est un carnage. À l'intérieur, c'est épouvantable. Des kamikazes armés de kalachnikov et porteurs de ceintures d'explosifs en plein Paris. On a affaire à des gens qui veulent tuer, qui vont tuer, qui veulent tuer et qui veulent mourir. Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent. Je m'étais dit, mais comment on va faire pour libérer les otages sans les toucher en neutralisant les terroristes? Je m'attendais à ce qu'une bonne partie de la colonne ne se relève pas. Je vois bien le chargeur se vider. Notre obsession, c'était de sauver les otages. Il fallait les sortir de là, coûte que coûte. J'ai le sentiment à la fois que ça a duré quelques secondes et en même temps que ça a duré des heures. L'attentat au Bataclan, l'attaque terroriste la plus meurtrière que la France ait connue. La situation à laquelle on a été confronté le 13 novembre, effectivement, est exceptionnelle de par son horreur, de par son ampleur. L'intervention de la BRI Paris, minute par minute, racontée par les policiers qui l'ont vécue. L'exploration, la négociation, l'assaut et la libération des otages, leur récit de cette soirée d'horreur. Paris, le 13 novembre 2015, une belle journée ensoleillée s'achève. Début du week-end, les policiers de la BRI Paris, la brigade de recherche et d'intervention, peuvent enfin souffler. C'est un vendredi, c'est surtout la fin d'une semaine qui a été très occupée. On sortait d'une affaire de kidnapping qui a pu libérer une victime. Et donc, là, c'était la décompression. Il y a une maison de campagne qui n'est pas très loin, qui est à 1 heure de Paris. Je suis chez moi, je ne suis pas d'alerte, je m'apprête à passer un week-end calme. Tout le monde était chez soi, en famille, devant la télé ou autour de l'apéritif et dans une séquence de vie familiale classique. À la télévision, le match de football France-Allemagne, qui se joue au Stade de France. 21h, coup d'envoi. Dans le petit resto où je suis, j'ai pas de réseau. J'ai pas de réseau, je regarde ce match et on comprend pas, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe au Stade de France, mais on comprend pas trop. Aux abords du stade, une explosion. Il est 21h16. Comme il y a beaucoup de baraques à frites et ce genre de choses autour du stade, on se dit ça peut être aussi une bouteille de gaz qui est explosée, c'est accidentel. Ça peut être ce genre de choses. Je suis appelé par un copain qui, lui, est sniper en point haut sur le toit du Stade de France. Il me dit, voilà, est-ce que tu es au courant de quelque chose? Parce qu'il y a un mort à la porte dès la première explosion. Manuel Diaz, c'est la première victime des attentats du 13 novembre. Explosion d'une bombe. Ça même pas 2 minutes, il n'y a même pas 1 minute là. Explosion. Et puis, rapidement, j'ai un deuxième coup de téléphone qui me dit qu'il y a une deuxième explosion. Donc là, on comprend qu'il se passe quelque chose. 21h20. Un bruit sourd interpelle les joueurs. Dans les tribunes, le président de la République est évacué. François Hollande apprend que la France est attaquée. 2 explosions coup sur coup, on sait qu'il y a des attentats. Dans les années 2014-2015, les services de renseignement ont pleinement conscience du fait que, en raison de la menace que fait peser sur la France Daesh, on va être touché, on va être frappé. Presque au même moment, fusillade sur plusieurs terrasses de café dans le centre de Paris. À la mi-temps, je zappe, j'arrive sur les chaînes d'infos avec les bandeaux. Attaque à Paris. Vous découvrez les images que nous tournons pour vous ce soir. Des fusillades et des explosions en plein cœur de Paris. Ça tire de partout. Et donc là, on comprend qu'en fait, la ville commence à être à feu et à sang. Et donc là, on a plié bagages de ma maison de campagne. Je suis rentré, j'ai fait 63 km en 23 minutes. Voilà, vous rentrez pas chez vous, pour l'instant, vous reculez. À 21h47 précisément, moi je reçois un texto d'un journaliste que je connais qui me dit est-ce que tu es au courant de tirs sur les terrasses à Paris? Donc là, je rappelle mes collaborateurs
quand il y a des tirs dans Paris, Paris intramuros, territorialement parlant, c'est une zone de compétence BRI Paris, Brigade de recherche et d'intervention de Paris. Notre bip retentit en nous disant retour immédiat au service pour s'équiper. Dès que je commence à recapter du réseau, cling, 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 et là je me rends compte qu'il y a plein de messages. Et notamment un message de mon chef de groupe qui me dit dépêche-toi, vite, 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 reviens en 36, j'ai besoin de toi, c'est la guerre dans Paris, quoi. Au 36 quai des Orfèvres, au QG de la BRI Paris, retour en urgence des policiers. Au 36 quai des Orfèvres, ils ont un petit peu plus d'informations. A priori, il y a plusieurs équipes et une attaque coordonnée, et qu'il faut qu'ils partent dans l'Est parisien. On saura après que ce sont 3 équipes de 3, mais qui pouvait dire que c'était pas 4 équipes de 3, 5 équipes de 3, 10 équipes de 2, enfin, on savait pas. Partez, dépêchez-vous, allez! Ce sont 8 attentats en 33 minutes. 8 attentats en 33 minutes, donc à chaque fois, ce sont des appels au standard, au 15, au 18, au 17. Et voilà, donc il y a une saturation des centres d'appel. Tout est très confus. Et on nous demande de nous préparer. Et nous, on est prêt à partir, mais je pense qu'on ne sait pas encore où nous envoyer. Tout le monde comprend qu'on est dans une attaque multiple terroriste et qui comprennent que tout ce qu'on avait travaillé avant, eh bien là, on va le faire maintenant sur le terrain. Donc je demande à tout le monde de s'équiper, d'être professionnel et de ne rien oublier. On sait qu'on va rencontrer quelque chose de très 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 dur en face. 22h05, les véhicules de la BRI Paris démarrent. Mon directeur me dit « Tu vas rue de Charonne ». Les gens disent qu'un des terroristes est allé se cacher dans un immeuble. On part de Thon-Giraud et on a à peine passé les 2 ponts et on redescend sur le boulevard que mon directeur me rappelle et me dit « Non, changement de programme, tu viens au Bataclan ». Oui, pour les secours. Bataclan, il y a des tirs de Kalash, un type qui tire avec une grosse mitraillette. Et là, il est devant le Bataclan, ouais. Il court avec une Kalash, il tire sur tout ce qui bouge. On a réussi à sortir. Il y a beaucoup de personnes blessées à l'intérieur. Ah oui, il y a énormément de personnes blessées. C'est un de mes collègues qui est le chef de groupe de permanence, que je connais depuis de nombreuses années. Et au ton de sa voix, je comprends qu'il se passe un truc. Et il me dit « Viens au Bataclan, viens au Bataclan, viens au Bataclan ». Le Bataclan, salle de spectacle située dans le 11e arrondissement de Paris, capacité 1500 personnes. Ce soir-là, sur scène, Eagles of Death Metal. Tout autour et dans les coulisses, des micros sont installés. Un enregistrement audio glaçant, inédit. Au bout d'une demi-heure, il y a eu des tirs de mitraillettes. Et vraiment, sur le coup, tout le monde a pensé que c'était des pétards. Puis il y a eu un mouvement de panique. Donc on s'est retourné, ça venait de l'arrière. Et on a vu, moi en tout cas, j'ai vu 2 hommes avec des mitraillettes qui tiraient dans la foule. Donc tout le monde s'est couché au sol, panique, cris. Une fusillade de 7 minutes. Le premier qui bouge, ne quitte pas ce que je dis, on lui met une balle dans la tête. Est-ce que c'est clair? Vous voulez un exemple? C'est clair? Celui qui essaie de faire le justicier, je le tue. Aujourd'hui, l'ordre de la revanche est arrivé. Vous entendez votre gouvernement français. D'accord? Comme ils font, on l'a fait. C'est exactement ça. C'était des gens qui disaient ça c'est de la faute de François Hollande et ils hurlaient, ils tiraient. Ils disaient juste si tu bouges tes mains et on était un copain. Bah oui, c'était... Les terroristes ont fait des victimes avant même d'entrer sur le chemin de la salle de concert. C'est dingue. 21h56, un commissaire de la BAC et son chauffeur interviennent. Ces 2 policiers entrent dans le Bataclan. Ils ne disposent que d'un équipement léger. Face à eux, des terroristes avec des armes de guerre.
Tirez-vous de là, putain! Et rentrant en premier dans le Bataclan, ils ont vu un des 3 terroristes qui est sur scène, Sami Amimour, en train de mettre en joue d'ailleurs un otage. Et ils ont été vite confrontés à un premier terroriste qui, heureusement, au lieu de rafaler tout de suite à la Kalachnikov, il les aurait coupés en deux, leur demande de partir. Et ils ont l'intelligence de tirer tout de suite d'autorité. Ils vont le toucher, ils vont le blesser, il va tomber. Et en tombant, son gilet explosif va exploser. Probablement que lui l'a actionné. C'est quand il est allongé sur le dos que le gilet explose. Les écrous, les boulons, les clous, tout ce qu'on pouvait imaginer qui était dedans, part vers le plafond, mais très peu vers les otages qui sont autour. On a des otages! Si vous voulez qu'ils meurent, continuez! Ouvrez-vous, restez pas dans les rues! Dans tout le quartier, c'est le chaos. Entre, filme pas là! Filme pas, rentre! Personne ne sait exactement ce qu'il se passe. Les forces de l'ordre tentent de sécuriser le périmètre. Bougez les têtes, monsieur! Bougez là! Vous comprenez ou pas? Les rues qui sont bloquées, ce qui est important pour nous, c'est d'intervenir dans de bonnes conditions. C'est d'être sûr qu'un autre terroriste ne va pas nous arriver dans le dos. Donc il faut que le secteur soit bouclé. Plusieurs unités de police sont déployées. 22h20, une quinzaine de policiers de la BRI arrivent au Bataclan. Première étape, prendre un maximum de renseignements. Mon collègue de la BAC Nuit qui est là avec son chauffeur, très marqué parce qu'ils viennent de vivre quelque chose de traumatisant. Quand je lui demande s'il sait s'il y a d'autres terroristes et s'ils sont encore là, il me dit je sais pas, on sait pas. Voilà. Donc on rentre dans le Bataclan en fait sans savoir si oui ou non il reste des terroristes et sans savoir ce qu'on va trouver à l'intérieur. La brigade découvre l'horreur du Bataclan. Vous enjambez des corps, c'est un charnier. Et il y a cette odeur de sang, cette odeur de poudre mélangée qui s'empare de vous. Dès que vous passez la porte, vous sentez une odeur de poudre particulière. Il y a une chaleur qui se dégage. La première image en entrant dans le Bataclan est assez sidérante quand même. Moi, je garde cette image de centaines de corps par terre. J'enjambe des cadavres sans me rendre compte que j'enjambe des cadavres. C'est-à-dire que pour moi, c'est des obstacles. Je suis tellement concentré sur ce que j'ai à faire. On est quand même complètement plongé dans l'opérationnel. Et petit à petit, en fait, on se déshumanise. Et puis il y avait plein de gens qui n'étaient pas blessés, mais qui n'osaient pas bouger parce qu'ils avaient été pris pour cible. Ils avaient peur de mourir. On avait une couche sur 1 mètre de gens qui étaient morts, alors qu'en fait, c'était des gens qui s'étaient couchés au sol tout simplement pour se protéger. Donc la première chose que je fais avec Christophe, c'est on fait évacuer les gens. On a fait sortir d'abord les personnes valides en une première vague. Et on les fait donc sortir tous en randonnant, je dirais, pour aller dehors et dans un premier temps se faire fouiller et vérifier qu'on n'a pas des terroristes qui sont cachés. On lève les mains! Levez les mains en l'air! Sur les murs! Impossible de faire entrer les secours, trop dangereux. Les forces de l'ordre doivent elles-mêmes évacuer les blessés. Vous voyez quelqu'un qui bouge là-bas ou pas? 1, 2, 3. Attention! À la fin, ils n'avaient même plus assez de civières, donc ils prenaient des barrières Vauban, vous savez, des barrières en métal qu'on se sert sur le maintien de l'ordre. Donc ça a été une noria comme ça pour évacuer les blessés sous la protection de la BRI. Parce que la fosse, puisque pour une fois elle portait malheureusement bien son nom, est sous les balcons. Donc il fallait être extrêmement vigilant parce qu'il suffisait qu'un terroriste sorte le nez et se mette à tirer sur les gens qui étaient en bas, ça aurait été un massacre. Des renforts arrivent, dont le raid. 22h30, Yann, chef de groupe, longe la salle de spectacle avec une quinzaine de policiers.
Avec ma colonne, on arrive par le côté du passage Amelot. Et là, mon médecin de colonne me dit « Est-ce que tu m'autorises à rentrer dans les halls d'immeubles à côté ? Il y a des blessés par balle. Si je ne fais rien, ils vont mourir. » Mon collègue, lui, entre-temps, est rentré dans le Bataclan avec sa colonne, a découvert l'horreur du Bataclan. Il avait eu le temps de progressivement reconnaître Enfin, il était en train de reconnaître le niveau du rez-de-chaussée. Il m'appelait toujours en me disant « Écoute, viens nous renforcer. » Et moi, je lui réponds « Écoute, je lui dis là, pour l'instant, je peux pas, parce qu'il y a une porte de secours grande ouverte. Il y a des gens là qui sont sortis par là, il y a des blessés, il y a des fenêtres au-dessus. » Pour moi, c'était un point qu'il fallait absolument tenir. Soit que les terroristes étaient encore à l'intérieur et risquaient de s'échapper, et puis on me désigne la voiture des terroristes garée à l'angle du Bataclan. Et je fais reculer une partie de la colonne, parce qu'on se dit qu'à tout moment, cette voiture peut exploser. Le véhicule alerte les policiers. Les terroristes sont probablement encore à l'intérieur du Bataclan. Ils venaient de Syrie. On savait par nos frères d'armes militaires que là-bas, d'une part, ils utilisaient des gilets qui piégeaient parfois des otages, qu'ils utilisaient des engins explosifs improvisés. Et donc, on avait la conscience de ça. C'est aussi pour ça qu'on a des piégeurs d'assaut avec nous. On essaye de découvrir s'il y a des terroristes cachés. À chaque fois qu'on ouvrait les portes, il y avait des victimes, des otages qui étaient apeurés. Donc, à chaque découverte d'un recoin, d'une porte, on se disait que là, il y a une calache qui nous attendait de l'autre côté. J'ai le souvenir de gens qui étaient entassés à plusieurs dans des toilettes, cachés dans des placards électriques. Enfin, il y en avait partout des gens qui s'étaient cachés. On les comprend aisément vu l'horreur que c'était, et ils se sont tous entassés, cachés. Donc, progressivement, il faut que la BRI les libère, s'assure qu'il n'y a pas un terroriste qui s'est caché parmi eux. Et donc tout ça prend du temps, ce qui fait que parfois pour un chemin de quelques mètres, vous prenez plusieurs dizaines de minutes. Non, c'est bon, il n'y a rien. Une fois le rez-de-chaussée exploré, les policiers de la BRI montent à l'étage. Il est environ 23h15. Quand vous montez les marches, vous voyez encore des morts. Il n'y a qu'une seule chose à faire pour moi, c'était libérer les otages et neutraliser les terroristes. Le premier de colonne arrive devant la porte, sur le balcon de gauche, arrive devant la porte derrière laquelle se trouve le backstage avec les loges des artistes. Il entend hurler derrière, en fait c'est un des otages qui hurle. Il y avait déjà des échanges, en gros, qui demandaient à ce qu'on n'approche pas, à ce qu'on n'avance pas, sinon voilà, tout le monde serait tué, etc. On comprend qu'on a des terroristes de l'autre côté de cette porte, dans ce couloir, mais on n'a pas encore la certitude du nombre, on ne sait pas. Et puis on ne sait pas ce à quoi on va faire face. Moi, je suis dans la colonne avec les gars, je suis avec eux, donc on reçoit tous l'information. On accuse le coup. On ne comprenait pas comment les terroristes savaient qu'il y avait des policiers derrière la porte. Mais c'est parce que les terroristes avaient placé 3 otages collés contre la porte et eux étaient censés, ils devaient répercuter tout ce qu'ils entendaient aux terroristes. Et la crise change complètement de nature, puisque d'une recherche de terroristes et de secours aux victimes, on passe dans une phase de libération d'otages et de neutralisation de terroristes. Et c'est pas du tout le même travail. La vie de plusieurs otages est en jeu. Il faut faire intervenir le négociateur. Ça me paraît même surréaliste qu'ils disent on veut négocier. Il y a des victimes partout, il y a des gens qui pleurent, qui râlent, qui meurent, qui sont en train de mourir. Bien sûr que la négociation dans ce type de crise est vouée quasiment à l'échec, et on le sait. Mais vous n'êtes pas à l'abri, d'une part, d'une libération partielle d'otages. Il y avait une femme enceinte, par exemple. La première des choses à faire, c'est de prendre un maximum de renseignements. Où est-ce qu'ils sont positionnés ? Combien d'otages ? Quelles sont leurs intentions ? Vous partez pas tout de suite dans une logique d'assaut. Il y a un numéro de téléphone qui est donné par un otage qui parle sous la contrainte, mais qui est donné à nos collègues qui, eux, se trouvent directement derrière la porte. Et il fallait déjà que moi, je redescende un petit peu en température, parce que si c'est pour les appeler et puis
être moi-même dans l'émotion, ça va pas marcher. Les otages n'arrivent pas à donner un numéro de téléphone à un opérateur de la BRI qui a un très très fort accent de Marseille. Donc en répétant les numéros par numéro, chiffre par chiffre de ce numéro de téléphone, ça les fait rire. Enfin, il y a un moment qui est presque un peu décorrélé de la gravité de la situation. Je vais me mettre à l'écart. Et puis je vais les appeler tout de suite parce que ma hantise, c'était qu'ils continuent à exécuter des otages. Arrive très rapidement la revendication, on est les soldats du califat, vous tuez nos femmes et nos enfants en Syrie, on va tuer les vôtres ici. À la suite de ça, il y a un ultimatum, ils disent si vous dégagez pas le groupe d'assaut, là, on va tuer un otage, on va lui couper la tête, on va le jeter par-dessus le balcon. Je leur dis que je vais les rappeler et que je vais faire le nécessaire pour obtenir le retrait du groupe. Mais intérieurement, je sais que c'est pas possible non plus. Moi, je leur dis, on a fait reculer les snipers, donnez-nous en échange, libérez en échange les otages. Il y a un négociateur qui est assisté par un autre, on ne négocie jamais tout seul. Ils ne sont pas sur place, ils sont dans un lieu déporté, ils vont établir un contact. Établir un contact, c'est comprendre un peu ce qui se passe, combien il y a de personnes, écouter le cas échéant quelques revendications, et puis tenter d'obtenir la libération d'otages. Je les rappelle très rapidement après, puisque l'ultimatum court sur 5 minutes. C'est un deuxième terroriste qui parle. Ils me disent combien ils sont, combien il y a d'otages avec eux. Moi, je leur demande comment je peux les appeler. Je cherche à créer un minimum de liens pour les garder en ligne. Mais c'est eux qui mènent la danse. Très vite, après le premier contact, le négociateur m'appelle et il me dit écoutez, on n'y arrivera pas. Il y a eu d'autres appels avec le négociateur et les terroristes, il y en a 5 en tout. On comprendra par la suite qu'en fait, ils n'avaient pas vraiment préparé la suite de la prise d'otage. La fusillade avait été préparée, les attentats avaient été préparés, mais selon moi, et d'après ce que nous diront les otages, ils étaient un petit peu en désaccord tous les deux sur la suite. Il y en a un qui voulait mourir tout de suite, qui disait allez, on se déclenche. L'autre qui voulait faire durer un peu plus longtemps. C'est seulement après 4 appels et puis un 5e que la BRI acquiert la certitude qu'il n'y aura pas de libération. Les négociations stagnent au niveau du balcon gauche. À droite, des policiers sont postés sans aucune certitude. Lorsque moi je monte au premier étage, je vois que le côté gauche est tenu, qu'il y a suffisamment de monde de chez nous qui est en position de combattre. Et le balcon à droite n'est pas tenu. Je ne savais pas s'ils étaient 2 à gauche ou s'il y en avait un à gauche, puis un à droite qui disait rien et qu'il fallait également neutraliser à cet endroit-là. Et on a côté droit, on ne sait pas trop. Les témoignages qu'on a de gens nous disent on ne sait pas combien ils seront. Ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5. On n'a aucune idée du nombre de terroristes. Pas d'autre issue. Il faut mener un assaut simultané. Le patron de la BRI Paris sort de la colonne. Feu vert immédiat du préfet. Derrière le préfet, il y a un homme. Il m'appelle par mon prénom, ce qu'il ne fait pas d'habitude. Il me dit bon Christophe, est-ce que vous pensez que ça va bien se passer quoi? Il réalise que le risque est énorme. Il ne faut pas mentir dans ces cas-là. Donc je lui dis non, ça ne va pas bien se passer. On va intervenir dans un couloir avec une douzaine d'otages. On va essayer de faire au mieux. Je lui dis attendez-vous à ce qu'il y ait de la casse chez les otages et chez nous. Hein. Bon, donc il accuse le coup et je pars. À l'intérieur, les équipes s'organisent. On a montré un plan du couloir et on savait très bien que c'était des conditions extrêmes. Parce qu'il y avait 2 colonnes en fait. Il y avait la toute première et la seconde derrière avec mon adjoint et il était convenu que la seconde passe derrière si la première se faisait couper en 2. Donc... C'est un couloir qui fait 8,5 mètres de long et 1,35 mètres de large. C'est extrêmement exigu. Vous ne pouvez pas vous cacher. Le couloir, oui, c'est la pire des configurations, oui. C'est sûr qu'on ne peut pas se cacher. On n'a pas le droit de reculer non plus. Comme ça, tu peux sécuriser le collègue derrière et toi, un peu mieux. On est conscient du danger. On sait que les terroristes sont lourdement armés. On a trouvé d'ailleurs des chargeurs avec des balles traçantes, des balles incendiaires qu'ils ont perdues. On sait qu'ils ont un armement lourd, un armement qui peut être même très
très dangereux, même pour quelqu'un qui a un gilet pare-balles. La configuration, le profil des individus, on se dit on va avoir des pertes, c'est évident, on va perdre des gens, on va perdre des otages. Il ne faut pas y penser en fait, il ne faut pas vous dire bon allez, c'est la dernière fois on va pas revenir, sinon effectivement on risquait de pas y aller quoi. Je dis mais vous êtes d'accord avec ça? Vous avez compris ce qu'on fait là? Et ils me disent mais oui monsieur, bien sûr, de toute façon on n'a pas le choix, on va y aller. Je le savais, mais j'avais besoin de l'entendre quand même, parce que pour être sincère, moi je m'attendais à ce qu'une bonne partie de la colonne ne se relève pas. Là. On avait mis l'hôpital de campagne au niveau du premier étage, entre les deux balcons. Je me souviens que les gens regardaient et je leur ai dit, écoutez, votre boulot c'est pas de revenir dans une civière, donc vous vous protégez. Pour protéger les policiers, un bouclier sur roue de 2 mètres de haut, le Ramsès. Ces 27 impacts de balles révèlent la violence des tirs des terroristes. L'affrontement final est annoncé en direct à la télévision par le chef de l'État. Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours. C'est une horreur. C'est en ce moment même que les forces de sécurité font assaut, notamment dans un lieu à Paris. Dernier détail à ajuster. Pendant que les négociations se poursuivent, 5e et dernier appel. Quand le groupe d'intervention est prêt, même si on continue à communiquer, on sait que ça ne va pas aller bien loin. On les maintient au téléphone, parce que moi ils me posent la question, ils me disent mais c'est quoi ces bruits, c'est quoi ces bruits? Là on sent. Là, ils sont plus. On sent qu'ils sont inquiets. Là. Je lance l'assaut à ce moment-là. Pourquoi? Parce que on gagne une microseconde où un des terroristes au moins a un téléphone dans la main et pas la main sur l'arme. Les gars, tu m'entends? Les policiers ont repéré ce qu'ils pensent être une caméra au-dessus de la porte. Les snipers du raid doivent la détruire. C'est le signal. Tu veux la caméra? Il n'y a plus de caméra, il n'y a plus de caméra. Minuit 18, l'assaut est lancé. Quand on donne l'assaut, en fait, il y a un moment où on stagne devant cette porte qui reste fermée, qu'on n'arrive pas à ouvrir. Derrière, ça tasse et on n'a qu'une envie et on ne comprend pas pourquoi on rentre pas. Et en fait, je prends l'initiative de me décaler du bouclier. Mon camarade qui pilote le Ramsès, qui hurle en me disant « Attends, attends, attends ». Quand j'ai vu que le grand bouclier pouvait passer, j'ai poussé à 3 reprises la porte. Et la 3e, la porte est ouverte. Et à ce moment-là, c'est un déluge de feu qui a commencé. Et quand la porte cède, les instants suivants, c'est les premières salves qui arrivent. Donc effectivement, j'ai tous les éclats juste devant moi. Et donc je vois bien effectivement le chargeur se vider, quoi. Les collègues encaissent mais ils ne tirent pas et à un moment ils commencent à tirer un petit peu, ils ont tiré très peu. En face, ils vont nous vider leur chargeur, pendant que nous, je crois qu'on a tiré à peu près une dizaine. Forcément, vous ne vous présentez pas quand ça tire. C'est le Ramsès qui lui va absorber toutes les cartouches qui vont arriver. Et mon camarade qui va lui continuer d'avancer. On était en colonne d'assaut, un par un, en file indienne, puisqu'on n'avait pas le choix. Donc on avait mis notre bouclier en tête, et puis on avait décidé de progresser. Et puis, si malheureusement on perdait des gens, c'était les suivants qui continuaient. À peine je rentre, je sens que le bouclier va tomber. Donc je le pousse vraiment fort. Comme ça, il va retomber sur les roues. Mais tellement lourd que... Et comme il y avait 2 marches, le bouclier a basculé. Le premier de colonne, à un moment, perd le bouclier, donc il se retrouve à nu. Il a un gilet, bien sûr, et un casque, mais face à une Kalachnikov, il aurait pu arrêter, reculer, stopper. Non, il a pris son arme de poing et puis il a continué à avancer. Leur courage, je pense, est vraiment à souligner. On entend dans la rue ce qui se passe, les explosions. Je vois presque immédiatement devant moi un collègue tomber. Il est propulsé par le choc par-dessus des sièges et il disparaît. Mais à ce moment-là, moi je me dis, ça y est, j'ai un mort. Là. Les balles, malgré le bouclier, ricochent. Et donc, comme c'est très étroit, on aura d'ailleurs notre blessé
il est en 6e position dans la colonne d'assaut. On est dans le noir. Les grenades, les tirs, le faux plafond, ça fait un effet de fumée où vous ne voyez pas grand-chose en fait. Et le discernement est très difficile. Donc nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est saturer en grenades pour essayer de déstabiliser en face. Et après, ça va très vite. C'est-à-dire que les otages arrivent. Les premiers attrapaient les otages et les tiraient. Et puis, ils étaient tirés par la colonne vers l'arrière. Donc, on voit les otages arriver, on les tire. Donc, ça va très, très vite. Allez, on avance, on avance, on avance. Je distingue une porte en fait sur la droite. Et bien évidemment, on n'a pas le nombre d'auteurs, on ne sait pas exactement où ils sont. Et moi, je vais fixer cette porte. J'annonce porte, porte, porte. Et les copains vont continuer de progresser. Et eux vont aller neutraliser le preneur d'otage. Là, il n'y avait plus de tir de Kalash. J'ai avancé en marchant sans le savoir sur les otages qui étaient par terre, jusqu'au moment où l'un des terroristes apparaît. J'ai tiré sur lui à 2 reprises. Le premier va exploser avec son gilet et blesser en partie le deuxième qui sera un petit peu plus bas dans l'escalier. Ça s'accélère et on a cette explosion. On sent le souffle qui est très puissant. Et puis de nouveaux tirs. Il va y avoir le blast et des coups de feu sur ma gauche. Mais je vous dirais que le blast, je ne le ressens même pas. En fait, l'adrénaline est tellement à son plus haut qu'au final, vous faites ce que vous êtes en train de faire. Et ce qui se passe à côté, vous faites confiance aux copains et vous n'êtes pas perturbé. Il y a un collègue qui me rejoint, c'est Anthony, prend le puits de l'escalier, lui descend, j'accompagne et il voit le deuxième terroriste qui a reçu la déflagration suite à l'explosion du premier. Il essayait de s'exploser et là Anthony le termine. On sait qu'il va essayer de se faire sauter et on a un peu de chance puisque son gilet tactique explosif a tourné et que son système d'allumage se trouve au niveau du nombril normalement et que là il a tourné à cause du blast et il n'arrivera pas à se déclencher, mais on le voit faire ce geste d'essayer de se déclencher. Donc là, bien évidemment, il est neutralisé. Avec la poussière, c'était vraiment très très sombre. Je distinguais une silhouette. Donc l'escalier descendait encore. Et là, c'était encore plus sombre. Et on croise des lasers. Et on comprend que c'est les collègues. 2 collègues de la BRI devant et derrière eux, les collègues du RAID. Les grenades ont explosé, vous avez entendu des choses? Dans l'escalier, entre les 2 terroristes, un otage survit à l'explosion. Cet homme en état de choc. Marc, c'est flou, je peux pas répondre. J'en sais rien, je sais plus. Avec sa femme, ils étaient séquestrés dans le couloir. On était pris en otage par 2. S'il vous plaît. C'est sûr. Au Bataclan. Au Bataclan. De l'autre côté du Bataclan, à l'étage, un groupe de policiers dirigé par Yann mène un assaut en parallèle. On entend qu'ils prennent la foudre de l'autre côté, clairement. Et là, moi, ma crainte, c'était qu'on soit pris à partie sur notre flanc. Nous, on a beaucoup de mal à droite à ouvrir les portes de la loge, parce qu'en fait, des otages étaient réfugiés et avaient barricadé la porte. Je me rappelle, il y avait un frigo, il y avait un canapé. Et lorsqu'on entre dans la pièce du fond du couloir, il n'y a plus personne et on constate qu'il y a un trou dans le plafond. Ils ont creusé démonté le faux plafond et par les faux plafonds, ils sont partis sous les toits du Bataclan. Je récupère quelques effectifs et je bascule de l'autre côté où je viens rejoindre dans la première colonne, ce qu'on appellera nous la colonne alpha, pour pouvoir progresser avec eux. On fait mouvement et on vient renforcer la colonne alpha. Ils étaient en train de descendre sur l'arrière-scène où se trouvait le deuxième terroriste. Minuit 25, l'assaut est terminé, mais l'intervention continue. Après, il y a une partie de recherche. Tant qu'on n'a pas fouillé entièrement, on ne sait pas si ça va pas recommencer. Puis il y avait la dimension explosive. Les terroristes avaient des gilets de TATP sur eux, donc on n'était pas à l'abri qu'ils aient piégé des zones dans le Bataclan. Pour nous, c'est pas une fin. Il y a encore des otages à secourir. Des otages s'étaient cachés dans tous les moindres recoins du Bataclan. Des rescapés terrifiés qu'il faut parfois même convaincre d'ouvrir les portes. Je lui demande son prénom, il me dit Sébastien, il me dit « Et toi, ma gueule ?» Et là, je regarde Jérémy,
J'avais pas dit mon prénom à consonance maghrébine. Et je donne le prénom de Jérémy. Et comme j'ai hésité, il n'a pas ouvert. Et j'aurais fait pareil. Et donc, c'est des personnes qui sont derrière la porte, cachées, réfugiées, appellent le 17. Et via un mot de passe qui est inventé pour la circonstance, ils finissent par ouvrir la porte, ayant enfin la conviction que ceux qui sont de l'autre côté sont vraiment des policiers. Au départ, on pensait que c'était un piège. On a mis du temps à comprendre que la police était bien là et qu'on pouvait évacuer, qu'on était sains et saufs. Mais pendant une vingtaine de minutes, on restait enfermés. On a découvert qu'il y en avait là. Et il y en avait encore une cinquantaine qui étaient juste au-dessus de nos têtes, dans le faux plafond. Dans les combles, il y a des câbles électriques, il y a des faux plafonds qui peuvent faire que vous chutez. Enfin, il y a des gens qui se sont véritablement mis en danger pour se cacher. On va trouver une petite échelle qui mène à un faux plafond et on va en ressortir un grand nombre d'otages. Les faux plafonds, c'est du carton-pâte, quoi. Ils auraient pu passer à travers et tomber 10 mètres plus bas. Je me rappelle d'un petit garçon, un tout petit garçon qu'on a sorti des combles. Ouais. Il devait avoir dans les 8-10 ans. Je me demande si on lui a pas mis un t-shirt si on lui a pas remonté son t-shirt sur le visage. Voilà, pour pas qu'il soit confronté à cette horreur, quoi. Regardez pas, madame. Je suis redescendu avec mon chef, et là il y avait des téléphones qui sonnaient de partout, qui vibraient, et à chaque fois on voyait papa, maman, des prénoms qui s'affichaient. Vous vous dites, ces gens-là, ils appellent et puis ils n'auront jamais de réponse. On n'est plus des robots là, on est rattrapé un peu par tout, par vos émotions. On commence à prendre conscience à ce moment-là. Christophe aussi, en plus, je ne peux pas parler pour lui, mais il a aussi quelqu'un de très proche qui fait partie des gens qui sont dans la fosse et qu'on va d'ailleurs retrouver un petit peu plus tard. Moi, j'ai été durement touché. En fait, j'ai mon ami d'enfance qui fait partie des personnes qui ont été abattues par les terroristes. Mais ça, je l'ai su après l'assaut. D'un seul coup, vous devenez en quelque sorte une victime aussi. Donc il m'a demandé de prendre en charge le dispositif, ce que j'ai fait. Fin de l'opération, il est 1h15 du matin. Ce soir-là au Bataclan, 90 personnes sont tuées, des centaines sont blessées et traumatisées. Vous savez fini votre mission à partir du moment où vous êtes sur le trottoir et on vous dit ok, on va prendre des équipes et on y va. Mais à ce moment-là, nous, on savait que c'était fini. Et quand on était sur le boulevard Voltaire, on regardait les sirènes. C'était une ambiance fin du monde. Finalement, on a eu un blessé grave à la main, mais c'est tout, côté police. Et il a un gros bandage autour de la main et il a une chance inouïe dans son malheur. La balle a tapé dans son pistolet et même s'il a pris quand même des éclats de la balle, elle lui a pas tapé en direct son bras, ce qui aurait eu pour effet de lui arracher son bras. On parle souvent quand on réussit une opération, il y a un côté aussi derrière un peu festif. Le Bataclan, c'est complètement différent. On est conscient d'avoir sauvé des vies, mais dans la balance, il y a tellement de morts. C'était des gamins en plus, la majorité. Je pense que tout le monde a été plombé. Jusqu'à être en train de traverser le pays, on n'est pas dans une forme de satisfaction, de célébration. Et là, pour la première fois, on est rentrés tous, on avait tous qu'une envie, c'est rentrer chez nous. Il n'y a pas eu du tout, bien évidemment, de festivité. On n'avait qu'une chose, et moi j'avais qu'une envie, c'est, au bout d'un moment, c'est rentrer chez moi et être isolé. Et ma femme, elle a très bien compris. En plus, tout le monde était très fatigué parce qu'on était au milieu de la nuit. Là, pour le coup, on parle des familles parce qu'à ce moment-là, on est pressé de rentrer pour aller rassurer les épouses. Cette opération est décortiquée, analysée. La BRI Paris a mis une demi-heure pour arriver sur les lieux et 2 heures avant de donner l'assaut. Trop long pour certains.
J'ai entendu, oui, ils ont mis 2 heures à intervenir, c'est le temps qu'il faut en TGV pour aller à Lyon. Bon, voilà. Et c'est important de comparer ce qui est comparable dans d'autres pays. Les opérations de ce genre, ça a duré des jours parfois. Il y a extrêmement peu de services aujourd'hui dans le monde qui sont capables d'intervenir en quelques minutes. Il s'écoule 2 heures parce que on ne sait pas si les terroristes sont encore là, on ne sait pas combien ils sont tout de suite, on ne sait pas s'ils ont mis ou pas des explosifs, on ne sait pas s'ils ont piégé des cadavres, enfin, on ne sait rien. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas de tir et vous n'entendez rien, vous devez progresser lentement. Et ça, n'importe quelle autre unité d'intervention française aurait fait la même chose. Une résolution d'une crise majeure comme celle-ci en 2 heures, c'est rien. J'ai peine après à comprendre certaines critiques. Honnêtement, je trouve que les gars ont fait un boulot extraordinaire. Malgré les critiques, cette intervention et surtout l'assaut serviront d'exemple et d'exercice pour les unités d'élite du monde entier. Les unités étrangères voient la BRI en disant mais en fait vous avez réussi un truc que personne ne pense possible. Comment vous avez fait? Expliquez-nous, montrez-nous. Ce qu'on a accompli, si on le refaisait 100 fois, peut-être qu'on n'y arriverait pas. Mais ce soir-là, tout le monde était avec nous. Même ceux qui étaient derrière leur télé étaient avec nous. Bien évidemment, il y a toujours un facteur chance, mais cette chance, on se la donne. On s'est retrouvé confronté à une situation d'une ampleur inédite jusque-là, qui mêlait le même soir des tueries de masse, des kamikazes, une prise d'otages massive, un assaut avec des terroristes. Tous les cas de figure qui, pris individuellement, étaient déjà des événements majeurs. Ce qui est important, c'est d'abord, en premier lieu, c'était les otages, mais au-delà de ça, de cette soirée, ce qui est important, c'est la brigade. C'est une belle brigade, il faut se souvenir de ce qu'elle est. C'est marrant parce que après 2015, on m'a dit « Ah bon, mais la BRI fait de l'intervention », mais elle fait de l'intervention depuis plus de 50 ans, quoi. Après le 13 novembre 2015, la BRI Paris double ses effectifs, renforce son matériel et revoit ses méthodes pour s'adapter à la menace terroriste. Cette attaque métamorphose l'unité et surtout marque profondément les policiers. Généralement, on ne rencontre jamais les victimes. On a un otage qui s'est présenté en bas du 36 et qui a demandé à rencontrer les gens de la BRI. On était 2-3, qu'est-ce qu'on fait? On s'interroge un petit peu et puis au final, je crois qu'il est arrivé sur l'heure du midi puis il est reparti, il faisait nuit, quoi. C'est lui qui nous a mis en relation un petit peu avec les autres otages rescapés de ce couloir. À chaque fois que je les croise, j'ai un gros sourire et je suis très très heureux de les rencontrer. Tous les ans, on participe aux cérémonies de commémoration devant le Bataclan. Donc, et à chaque fois, les otages ou familles d'otages ou ceux qui ont disparu au Bataclan viennent nous voir. Et c'est toujours des moments très forts, très émouvants. Des retrouvailles et des moments de recueillement pour se souvenir ensemble. Les terroristes ont voulu s'en prendre à l'esprit de fête, à la joie de vivre, à l'identité de la France. Au péril de leur vie, les policiers de la BRI Paris ont tout fait pour les défendre.